Alors, première question, la politique de la concurrence vous paraît-elle incontournable pour lutter contre les inégalités aux États-Unis? Incontournable, c'est peut-être trop fort, mais utile en tout cas, parce que le problème, c'est que, pour être concret, euh, donc moi, les chiffres que je vous donnais, c'est que si on avait une concurrence efficace, il y aurait à peu près 250 milliards de redistribution des actionnaires vers les travailleurs. C'est beaucoup, 250 milliards pour le coup, hein, par an. Parce que si vous regardez les propositions, même les propositions les plus libérales américaines, c'est-à-dire de gauche en Europe, et aussi Alexandria Ocasio-Cortez et les membres du Parti démocrate qui voulaient avoir une taxe sur la fortune, un impôt sur la fortune américain. Les simulations qu'ils avaient, c'était qu'ils pouvaient redistribuer 200 milliards par an pour une proposition d'ailleurs qui pratiquement aucune chance de passer politiquement. Alors que moi, j'ai la concurrence, ça vous donne 250. Donc c'est beaucoup en fait. Donc je pense que oui, ça serait vraiment utile parce que la concurrence, vraiment l'avantage, c'est que il n'y a pas de perdants de certaine manière. Enfin, les perdants, c'est les actionnaires un petit peu. C'est vrai. Alors ceux qui sont très riches perdent, d'accord. Mais sinon, l'efficacité économique augmente et vous avez un effet positif sur la distribution. Ce qui fait que la question, c'est est-ce qu'ils savent le faire? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Dans le cadre des télécoms, je vous ai expliqué que la réponse, c'est non, en fait. Ils vont pas réussir à faire ce qu'on a fait en France pour faire baisser le prix du haut débit. Ce qu'ils vont faire à la place, c'est qu'ils vont subventionner les fournisseurs d'accès pour baisser les prix pour les ménages les plus faibles. Mais ça, c'est pas de la concurrence, ça, c'est de la subvention publique. Donc, ça va coûter cher aux contribuables. Ça aura un effet positif sur les inégalités. Ça permettra probablement de faire baisser le coût d'Internet pour les ménages les plus faibles. Mais ça va aussi enrichir les entreprises qui fournissent l'accès. Alors que c'était beaucoup plus efficace de le faire par la concurrence. Vous les forcez à se tirer la bourre, ça fait baisser les prix. Leurs actionnaires se plaignent. Ben, c'est quoi le problème? Tant pis, ils se plaignent. Mais ça, en fait, ils n'arriveront pas à le faire. Donc, je pense que c'est un levier assez intéressant, en fait, pour faire baisser les inégalités. Imaginez en France, si vous payez 50 € en plus par mois pour vos services de télécom, ça ferait une grosse différence pour beaucoup de gens. C'est beaucoup d'argent. Et en plus, c'est très inégalitaire parce qu'un forfait, il y a quelques forfaits pas chers qui sont sur un marché un peu segmenté, mais en gros, tout le monde achète à peu près le même téléphone et les forfaits sont assez comparables. C'est un truc qui ressemble un peu à un coût fixe. Donc forcément, si vous faites baisser un coût fixe, vous avez un impact plus fort sur les ménages, les ménages qui ont moins d'argent. Donc je pense que c'est assez efficace. Après, c'est pas illimité et notamment il y a quand même 2-3 trucs à garder en tête. Enfin, il y a 2 trucs principaux à garder en tête. Le premier, c'est que les gens qui gagnent quand vous faites de la concurrence, c'est les travailleurs. Mais ça peut aider les chômeurs à la marge au sens où les entreprises sont forcées d'embaucher un peu plus. Mais c'est quand même, ça aide la classe moyenne ou la classe moyenne inférieure, les gens dont le revenu principal, c'est le revenu du travail. Mais les pauvres, c'est pas ça. Les pauvres, leur revenu, c'est pratiquement entièrement des transferts sociaux. Donc pour eux, ça les aide pas tellement. Donc c'est pas vraiment une politique de lutte contre la pauvreté, au sens où ça va pas vraiment aider les gens qui sont les plus pauvres. Par contre, ça a un impact très très bon sur les classes moyennes et classes moyennes inférieures, les gens dont la plupart du revenu vient de leur travail. Le deuxième truc, c'est qu'évidemment, la concurrence, ça peut aussi créer ça peut créer des gagnants et des perdants parmi les entreprises, et donc parmi leurs employés. Alors, ça veut dire que dans certains cas, il faut aussi avoir une politique un peu intelligente de reclassement, etc. Ceci dit, quand vous faites de la concurrence domestique, le problème, en général, ça se passe assez bien parce que les gens retrouvent un emploi dans le même secteur, dans une autre entreprise. Ce problème-là, il est beaucoup plus difficile à résoudre quand vous faites appel à la concurrence internationale. Parce que là, vous avez le problème des emplois qui disparaissent du pays. Alors ça revient aussi, vous avez l'air d'être assez pessimiste, en particulier sur la capacité du régulateur à prendre le taureau par les cornes en matière sur le secteur des télécoms,
avec des problématiques juridiques que vous exposiez tout à l'heure sur le boîtier à l'entrée des immeubles, etc. Et des possibilités de procédure qui n'en finiraient pas. Donc, il y a une question qui va dans ce sens-là. C'est grâce à l'existence d'un monopole naturel public sur le réseau que la France bénéficie finalement des prix les plus bas dans les télécoms. En fait, disons-le comme ça, c'est pas vraiment grâce au sens où on les a forcés à le faire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu une volonté délibérée des pouvoirs publics d'encourager la concurrence sur ces marchés, on ne l'aurait pas eu. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la mise en place, une fois que vous avez décidé de faire quelque chose, la mise en place est plus facile si vous avez un opérateur historique qui possède une majorité du réseau, parce que du coup, vous avez seulement à discuter avec une contrepartie. Le problème américain, c'est que chaque État a son propre monopole, et donc il faudra le faire dans chaque État différemment. Donc le gouvernement fédéral, par exemple, pour eux, c'est un casse-tête inouï. Imaginez en France, en gros, si on avait, au lieu d'avoir un France Télécom, on en avait un par région, ça aurait été beaucoup plus difficile de mettre ça en route, quoi. Donc là, c'est vrai, effectivement, ça aide un peu. Mais il y a d'autres pays en Europe qui avaient un système un peu moins centralisé au début et qui sont quand même arrivés à éliminer ce problème. C'est vrai que ça nous a un peu simplifié la vie, mais je pense qu'on y serait arrivé de toute façon. Même si Orange reste leader sur le marché. Ouais. Autre question, est-il envisageable de davantage réguler le lobbying aux États-Unis, réguler le lobbying, ou nommer des personnalités engagées dans la lutte contre les pouvoirs de marché des GAFAM suffit-il? Alors, donc, nommer aux postes les plus importants des gens qui sont très engagés contre les GAFAM, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, au département de la justice, donc l'antitrust américain, en fait, il y a deux branches. C'est un peu plus compliqué qu'en Europe. Il y a deux branches. Il y a le département de la justice, donc qui dépend du ministère de la Justice, qui a une branche qui s'occupe de la concurrence et de l'antitrust. Et vous avez le régulateur de la concurrence et de la consommation, qui est un autre régulateur, avec d'ailleurs parfois il y a un peu de chevauchement sur leurs compétences. Donc il y a deux postes, en fait, donc il y a deux nominations. Donc notamment la FTC, c'est Lina Khan, qui était celle qui a écrit le papier très critique d'Amazon. Et donc les deux qu'ils ont nommés, là que l'administration Biden a nommé, sont très proactifs et assez critiques des GAFA. Donc ça ils l'ont fait. Mais ça suffira pas, au sens où d'abord il faut leur donner des moyens. Donc il faut commencer par voter les budgets où on leur donne plus de moyens. Donc et ça, pour l'instant, alors là, j'ai l'impression qu'ils ont enfin commencé à bouger un peu, mais pour l'instant, jusqu'à présent, ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur un budget pour le régulateur, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de dossiers aujourd'hui et des dossiers plus complexes qu'il y a 20 ans, et ils ont moins de monde et moins d'argent pour le faire. Donc évidemment, ça, c'est une manière assez simple d'empêcher que le régulateur fasse son travail correctement. Ce qui est souvent d'ailleurs la stratégie des gens, des politiques qui sont influencés par les lobbies, qui ne vont pas dire ouvertement je vais laisser les lobbies faire pour aller rincer les consommateurs, parce que ça ne serait pas très populaire de dire ça. Par contre, ils vont discrètement éviter de voter les budgets pour le régulateur, ce qui fait que de facto, le régulateur n'aura pas les moyens de sa politique. Donc, je pense que leur donner des moyens, c'est important. Et après, ça prendra du temps. Donc, le grand débat, un des débats importants quand on regarde les GAFAM aujourd'hui, c'est quel est le rôle du contrôle des concentrations, du contrôle des acquisitions. Donc, une dont on parle beaucoup, c'est évidemment quand Facebook a acheté Instagram ou WhatsApp. On aurait probablement dû leur dire non. Donc, du coup, on va essayer de ne pas refaire la même bêtise. Donc, on va essayer d'augmenter la pression et d'avoir un contrôle des concentrations, et notamment des acquisitions qui soit plus rigoureux. Il y a cette approche-là. Mais cette approche-là, le problème, c'est que ce n'est pas facile à faire. Et une autre approche qui est un petit peu différente, c'est de mettre des contraintes ex ante, à l'avance, de forme en mettant des régulations, en disant si vous faites
vous donne une liste de critères. Si vous faites ça, si vous satisfaisez ces critères, bah, vous devez vous conformer à tel point. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait en Europe récemment avec le Digital Market Act, hein, donc la régulation des marchés numériques en Europe, qui inclut des régulations, au sens où si vous êtes gros, vous avez donc c'est un certain nombre de critères qu'en gros, c'est la taille, la centralité de vos opérations sur Internet. À ce moment-là, quoi que vous fassiez, on veut que vous suiviez un certain nombre de régulations pour vous empêcher d'abuser de votre position dominante. Donc l'équilibre entre ces deux trucs, entre les empêcher de faire des acquisitions, contrôler les concentrations un peu a posteriori et imposer des régulations à l'avance, cet équilibre-là, c'est le jeu central aujourd'hui. Et c'est un équilibre qui est très dur à trouver, évidemment, parce que quand vous écrivez des régulations, le problème, c'est que vous pouvez écrire des trucs qui sont ou bien incompréhensibles, ou bien qui sont en fait décalés, ce qui fait que quand vous l'écrivez, c'est à distance, 2 ans après, ça ne sert plus à rien. Donc, du coup, faire des régulations qui sont intelligentes, qui évoluent, ce n'est pas facile. D'un autre côté, faire du contrôle seulement a posteriori, ça ne suffit pas toujours. Donc là, vraiment, le grand chantier, c'est là. Et d'ailleurs, c'est là où il y a le plus d'activité en ce moment en Europe et aussi aux États-Unis. Alors, pour revenir à votre graphique très intéressant que vous avez intitulé Covid, sur les 5 plus grosses entreprises, leur part, me venait à l'esprit la question suivante que j'avais gardée en mémoire, à savoir que le turnover des grandes entreprises du Dow Jones, les 30 plus grandes, était beaucoup plus important que le turnover, par exemple, des entreprises du CAC 40 en France, qui avait, grâce à l'innovation américaine, un phénomène de renouvellement beaucoup plus fort aux États-Unis. Alors, j'ai vu dans les slides que vous avez mis en annexe qu'a priori, c'était beaucoup moins vrai qu'il y a 20 ans aussi aux États-Unis et qu'il y avait un certain conservatisme qui avait gagné aussi les 30 leaders américains. Et ben justement, ouais. Alors, effectivement, c'est exactement vrai. Du coup, je vais vous montrer le graphe en question. Okay. Hop. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que le niveau de renouvellement dans l'économie américaine est plus fort qu'en Europe, mais il a diminué. Alors, est-ce qu'il a diminué au point où il est devenu aussi faible qu'en Europe? Non, pas complètement en fait. Donc, ça reste plus élevé qu'en Europe, mais ça a beaucoup diminué. Donc, ça c'est la manière la plus simple de le voir. Là, vous prenez les 100 plus grandes boîtes américaines, okay, et vous dites, donc là, imaginez que vous êtes en l'an 2000, vous avez vos 100 plus grandes boîtes américaines de l'an 2000, et vous vous demandez, parmi ces 100 plus grandes boîtes, il y en a combien qui sont là depuis 10 ans? Et la réponse est 45. Hein, donc, ça veut dire que si vous prenez turnover énorme. Voilà, c'est ça. Parmi les 100 plus grandes boîtes de l'année 2000, il n'y en a que 45 qui étaient dans le top 100 continuellement entre 91 et 2000. Et donc, vous en avez 55%, 55 qui sont nouvelles. Ah, elles ne sont pas vraiment nouvelles, ça veut dire qu'elles n'étaient pas là tout le temps. Mais si vous faites le même calcul en 2019, c'est 71. Okay. Donc, effectivement, baisse du renouvellement ou augmentation de la sclérose des marchés américains, au sens où les entreprises restent leaders beaucoup plus longtemps, elles ont moins un souci de la concurrence. En Europe, on a toujours eu un renouvellement assez faible, en fait. Et la question, c'est est-ce qu'il augmente un peu tendanciellement? Est-ce qu'il reste faible? C'est pas, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. De mémoire, le CAC 40, c'est plutôt 2 ou 3 par an qui changent seulement. Hein. Oui, alors là, c'est sur 10 ans, donc du coup, il faudrait. Mais on avait on avait regardé ça avec Nicolas Véron, bon, ça date un peu maintenant, il y a 10 ans, pour la Commission européenne. Et effectivement, le taux de turnover était nettement plus faible en Europe. C'était à l'époque où le taux de turnover était élevé aux États-Unis. Donc, il a en gros baissé de moitié. Tu vois, on avait près 50, 55, maintenant c'est plus 20, 30 qui sont renouvelés. Et en Europe, il n'a pas vraiment baissé. Donc, je pense qu'en relatif, de certaine manière, l'avantage américain est un peu plus faible qu'avant. Et concrètement, ça veut dire qu'effectivement, il y a du renouvellement. Il y a Google, Facebook, c'est nouveau. Enfin, ce n'est pas si nouveau que ça. Ces entreprises, elles ont été créées il y a 15 ans ou 20 ans.
Évidemment, j'imagine qu'avec le deuxième focus que vous avez pu faire sur l'inflation, c'est les grandes entreprises d'hydrocarbures qui vont reprendre le leadership, en particulier Exxon et Chevron. Bon, l'inflation, c'est un peu partout, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est marrant. C'est vraiment un domaine où il y a la perception des gens et celle des économistes, les perceptions des gens et celles des économistes sont très, très différentes. Si vous demandez aux gens quelle est la raison pour laquelle les prix augmentent, ils vous disent que les entreprises qui profitent de leur pouvoir de marché pour vous faire payer. C'est la majorité des citoyens américains pensent ça. Si vous demandez aux économistes, ils vous disent bah non, ça ne peut pas être ça parce que le pouvoir de marché existait déjà avant et on ne voit pas pourquoi les entreprises se seraient privées de le faire avant. Donc, qui a raison entre les deux? Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de domaines où les entreprises qui avaient du pouvoir de marché l'avaient déjà exercé. Donc, les prix étaient déjà élevés. Mais par contre, je pense que et pour aller dans ce sens-là, effectivement, on voit un certain nombre d'industries qui sont pour le coup assez concurrentielles, où les prix ont aussi fortement augmenté. Parce que si vous êtes dans une industrie fortement concurrentielle et que les coûts de vos intrants augmentent, bah, vous les passez tout de suite parce que vous n'avez pas de marge. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'effectivement, il y a des industries où les entreprises se sentent libres de faire ce qu'elles veulent. Et donc, elles en profitent pour augmenter leur prix, sans se soucier de perdre trop de parts de marché, parce qu'elles savent bien que leurs clients, leurs consommateurs, ont nulle part autre où aller. Et ce qu'on voit quand même par rapport à cette inflation française qui commence quand même sérieusement à augmenter, même plutôt moins qu'ailleurs, en Allemagne, en Angleterre ou même aux États-Unis, où on est plus proche des 10%, alors qu'en France, on est aux 5%. Comme les 2 tiers de notre déficit commercial vient quand même des hydrocarbures et qu'on n'a pas évidemment d'entreprise française en la matière, hormis peut-être Total et Engie, mais bon, qui sont quand même dépendantes, en particulier Engie, d'importations extérieures. Il est clair que la question se pose sur la dépendance économique. Et clairement, finalement, ce sont les États-Unis qui vont être les grands gagnants en Occident de cette guerre en Ukraine, puisque nombreux pays européens vont se retourner vers eux. Ah bah, je pense que là, pour le coup, il y a pas de doute que l'énergie a un impact beaucoup plus fort en Europe qu'aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, il y a quand même une grosse. La différence fondamentale, c'est qu'en Europe, l'inflation, c'est d'abord l'énergie. C'est-à-dire que l'inflation hors énergie, en fait, elle est assez faible. Elle reste autour de 2%. Donc, pas très loin de la cible standard. Mais par contre, on a un impact massif de prix de l'énergie sur l'inflation en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. Il y a un impact inflationniste de l'énergie, parce que même s'ils en produisent eux-mêmes, ils sont quand même exposés aux prix internationaux. Mais il y a un impact assez fort du plan de relance des 2 dernières années, qui fait que vous avez trop de demandes aux États-Unis. Donc, un certain nombre de biens et services, la demande a explosé. Et comme l'offre n'a pas suivi, les prix ont augmenté. Ça, ce n'est pas vraiment un problème qu'on a en Europe. C'est un problème qu'ils ont un peu créé eux-mêmes en faisant un plan de relance qui était mal ciblé. En fait. Après, sur l'impact d'un choc énergétique, ça, c'était un peu déjà vrai dans les années 70 pour le coup. Le choc pétrolier en Europe, il était plus grave qu'aux États-Unis, en partie parce que eux, ils ont souffert en tant que consommateurs, mais ils étaient aussi producteurs. Donc, le Texas allait assez bien, la Californie moins bien, et au total, la moyenne n'était pas trop terrible. Alors que dans un pays comme la France, évidemment, un choc pétrolier, c'est tout mauvais. Alors, on est un peu protégé grâce au nucléaire, mais c'est une protection partielle. Donc, ce qui est sûr, c'est que le risque de récession est plus fort en Europe qu'aux États-Unis dans les 12 mois qui viennent, pas de doute. Il est 19h, donc peut-être une petite dernière question, très courte pour la réponse. Vous savez qu'il y a pas mal d'enseignants de SES qui vous suivent, donc une petite question de sciences politiques avec des anticipations sur les élections de mi-mandat de novembre prochain. Le site Real Clear Politics indique 4 points d'avance pour les républicains sur les démocrates. Vous envisagez à la fois un changement de majorité au Sénat et à la Chambre? Je pense que c'est assez probable, oui.
Parce qu'en fait, il y a l'effet dont vous parlez, qui est que les intentions de vote sont défavorables aux démocrates aujourd'hui. Puis il y a un effet structurel du biais de représentativité des districts qui fait que même si les démocrates et les républicains avaient 50-50, il y aurait plus d'élus républicains que d'élus démocrates. Parce qu'ils ont reconstruit les circonscriptions de manière à favoriser certains électeurs, certains élus, et que les républicains l'ont fait à plus grande échelle que les démocrates. Les États du Midwest en particulier. Voilà. Donc, Monsieur du coup, Philippon, je vous remercie beaucoup.